Pour évoquer l'économie, selon André Lenôtre, nous avons invité Patricia Bouchenaud-Deschamps, historienne de l'art et des jardins, commissaire de l'exposition André Lenôtre en perspective qui a eu lieu à Versailles en 2013 et autrice d'une biographie d'André Lenôtre parue chez Fayard. Également avec nous Grégory Quesnay, professeur en histoire de l'environnement à l'université Versailles-Saint-Quentin, titulaire de la chaire Laudato Si au Collège des Bernardins et auteur de cet ouvrage Versailles, une histoire naturelle, publié à la Découverte. Une émission préparée par Diane Devancey, Léa Sabourin, Anouk Milio, Joséphine Reynards, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Patricia Bouchenaud-Deschamps et Grégory Quesnay. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors à quoi ressemble le jardin des Tuileries au début du XVIIe siècle, lorsqu'André Lenôtre voit le jour en 1613 ? Parce que c'est le jardin où il va passer son enfance et toute sa vie, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Absolument. Alors, on a du mal à imaginer le jardin tel qu'il était à l'époque, dans la mesure où il l'a intégralement refait, il l'a complètement renivelé, il l'a remonté. C'était un jardin où on dispose de quelques dessins, où on voit bien tel qu'il existait du temps de son père et de son arrière-grand-père, puisque quand il naît aux Tuileries, ça fait déjà 40 ans que sa famille est jardinière du roi, enfin ses père et grand-père sont jardiniers du roi, et ça fait 30 ans que sa famille y habite. Et donc c'est un jardin qui est un jardin où il y a énormément de maisons, c'est un jardin qui est déjà régulier, c'est un jardin que son grand-père, Pierre Lenôtre, avait contribué à édifier et à entretenir du temps de Catherine de Médicis. Donc c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps. 3 ans avant la naissance d'André Lenôtre, Henri IV est assassiné par Ravaillac et Louis XIII monte sur le trône. Et c'est un roi donc au service duquel se trouve une bonne partie de la famille du jeune André. Il a vraiment hérité d'un savoir-faire jardinier. Ah oui, absolument. Il a hérité d'un savoir-faire qui remonte à très loin. Alors, on a une légende bien tenace qui le faisait remonter avec des origines à Rouen, alliées au Grand Corneille, etc. En fait, il n'en est rien. Ses origines, et ça n'est pas très étonnant, viennent des environs. Il est originaire des environs de Blois, donc un pays de jardins, d'arbres fruitiers, et ce qui explique que son grand-père, qui était jardinier maraîcher, va être emmené dans les bagages de Catherine de Médicis grâce à la dame protectrice du lieu, qui appartient à une famille assez importante. Aujourd'hui, on n'imagine pas ce que ça peut représenter. Les Reutelin, ce sont la famille d'Orléans, et qui va jouer un rôle très très important sur toute la carrière des Lenôtre sur 3 générations. Et on va voir comment Lenôtre, lui, va réussir à se distinguer dans cette lignée Mais de jardiniers. déjà, le grand-père, Pierre Lenôtre, va arriver à Paris, dans un Paris où il y a des centaines de jardiniers, une centaine de maîtres jardiniers. Il va faire partie des 4 jurés de la corporation, donc très vite, il monte au plus haut, et surtout, il devient jardinier du roi. À l'époque, il y en a moins d'une dizaine. Et alors le jeune André se destine dès son plus jeune âge à devenir jardinier ? Oui, absolument, et plus que jardinier, c'est-à-dire un concepteur, dessinateur du roi. Et dans sa corbeille de baptême, il y a déjà la possibilité d'obtenir un office assez prestigieux qui est celui de contrôleur des bâtiments du roi. Et ça n'est pas rien. Donc je pense qu'on reviendra sur ces 3 aspects qui permettront de comprendre l'étendue à la fois des héritages, mais aussi l'étendue des compétences, et ce qui va permettre aussi de jouer un rôle exclusif auprès du jeune roi Louis XIV. Et alors, comment se forme-t-il ? Il apprend en observant son père et ses oncles sur différents chantiers, notamment celui du nouvel hôtel du cardinal de Richelieu à Paris, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Oui, absolument. En fait, comme vous le dites très justement, en fait, son père est déjà un jardinier du roi et dessinateur du roi. Donc, il a déjà ces 2 offices dans sa besace, dont va hériter son fils. Et il a déjà des grands chantiers à la fois pour le roi, mais aussi pour des particuliers. Ce qui fait que ça, c'est très important parce que cette clientèle, qui va d'ailleurs être une clientèle un petit peu embarrassante pour Louis XIV, parce que la clientèle de son père est une clientèle qui va être assez proche de la fronde. Donc, je dirais que c'est pas a priori la meilleure carte pour être dans les bonnes grâces de Louis XIV. Mais il saura très très bien en jouer, et il va participer effectivement à un des plus ambitieux jardins de l'époque, qui est effectivement celui dans Paris,
Paris pour le cardinal de Richelieu, entre autres. Et alors, quel est son premier projet en tant que jardinier principal? Alors, son premier projet en tant que privé ou en tant que public. D'abord, jardinier principal, il commencera par être jardinier de Gaston d'Orléans. Et donc, c'est à son service qu'il faut aller le chercher du côté de Blois, du côté de Chambord, du côté de Limours. Et donc, il est extrêmement jeune. Et donc, on est en 1635, il a 23 ans, vous voyez. Ensuite, très vite, il va prendre la succession de son père. Plus vite que prévu, car son père va faire faillite. Et la faillite, à l'époque, c'est quelque chose d'infamant. Et ce qui veut dire qu'il fait faillite pour une raison malheureusement courante, c'est-à-dire qu'il n'est pas payé par ses fournisseurs. Il faut savoir que quand vous êtes jardinier du roi, vous touchez des émoluments et des gages à la couronne. Donc déjà, le grand-père avait expérimenté ce que c'est qu'une couronne qui peut avoir un trésor qui peut être vide et donc ne paye pas, et donc il y a des procès. Il va expérimenter la même chose, donc André va expérimenter la même chose avec son père Jean, qui va faire faillite parce qu'il n'est pas payé également par des particuliers. Et du coup, il va prendre plus vite cette succession au sein des jardins, mais il est déjà un homme connu. Et ça, c'est très, très, très important. Très tôt, avant même la mort de Louis XIII, c'est un homme connu, au point que, au moment de la mort de Louis XIII, en 43, quand le corps rentre dans Paris, de Saint-Germain à Paris, eh bien, on trouve le nôtre à une fenêtre avec deux personnages, et non des moindres, Gaston d'Orléans, qui a été son patron, comme on dit, mais également Olivier Lefebvre d'Ormesson, avocat brillant et futur avocat de Fouquet. Mais avant la mort de Louis XIII, le roi, en effet, garantit la succession à André Le Nôtre de la charge de son père comme premier jardinier du roi aux Tuileries. Donc c'est un jardinier. Ouais. Tous ces titres de premier, etc., ce sont des titres de complaisance que les jardiniers se sont attribués. Que ce soit Mollet ou Le Nôtre, on ne les a pas dans les actes officiels. Ils ont tous le titre de jardinier du roi. Mais donc c'est un office qui est héréditaire, mais à quelques conditions. Alors, c'est un office héréditaire qui est transmis à condition d'une compétence, cette compétence est exercée dans une formation non seulement au sein des familles, mais également ailleurs, ce qui va être le cas d'André Le Nôtre, et aux conditions donc de compétences et également de bonne moralité, ce qui est un point extrêmement important et qui est validé par un certain nombre d'officiers qui vont jouer un rôle important dans la carrière de Le Nôtre. Le roi, M. Colbert, doit être l'âme unique de ses États. Pour empêcher le retour de la Fronde et gouverner, il ne suffit pas de s'appuyer sur telle personne qui me soit plus dévouée qu'une autre. Il faut que chacun dans le royaume tienne toute chose d'un monarque, comme la nature tient toute chose du soleil. Le peuple doit être assuré de son travail et de son pain, de sorte que la misère ne le pousse pas dans les bras de nouveaux frondeurs. Nous tâcherons d'alléger les tailles et les impôts. Quant à la noblesse, je veux que de nouveau elle attende tout du roi. Privilèges, honneur, argent. Pour cela, nous la tiendrons continuellement en notre présence, séparée de la bourgeoisie, et ferons en sorte qu'être éloignée de nous soit pour elle un plus grand malheur que l'exil. Prenez garde, sire, que les dépenses ne soient grandes. Ces dépenses, M. Colbert, seront des sources d'activité et de profit. Les marchands, les artisans, les bourgeois comprendront que leur intérêt est de se lier au roi, animateur de toutes les entreprises. Ce que nous déciderons, grands travaux, établissement de manufactures, conquête de nouvelles terres, sera l'occasion d'immenses profits. Un extrait de La prise de pouvoir par Louis XIV, un film de Roberto Rossellini de 1966. Alors en 1643, Louis XIII meurt et Louis XIV devient roi de France. Grégory Quesnay, comment les jardins sont-ils devenus des symboles de pouvoir pour la monarchie ? C'est une très longue histoire qui commence avec la territorialisation du pouvoir, on pourrait dire avec la cité-État en Mésopotamie, c'est-à-dire qu'il y a cette double dimension. Le jardin est à la fois le monde en réduction et une sorte de microcosme, et d'autre part, il est un moyen d'accumulation et de gestion des ressources qui deviennent plus rares, qui sont disputées du fait de ces territorialisations.
Et donc cette histoire, on peut la dérouler de manière très longue, avec des scansions et des césures. Et dans ce XVIIe siècle où Paris concentre les richesses, où Paris se développe, ensuite il va y avoir la sédentarisation de la cour à Versailles en 1682, eh bien cette compétition devient plus importante, plus grande. Il est difficile de trouver un lieu où pouvoir expérimenter des choses parce qu'il y a des fortunes privé. Alors privé n'a pas grand sens puisque c'est toujours mêlé au service de l'État par ces réseaux que vous avez très bien expliqués. Mais voilà, donc ce n'est pas qu'une histoire simplement royale, mais à un moment, cette histoire royale se détache totalement des autres pour créer un type de jardin qui ne souffre plus la comparaison. Et c'est exactement ce qui va se passer autour des années Le Nôtre. Démontrer ainsi la splendeur de la monarchie à travers les jardins, c'est une façon pour Louis XIV de reprendre en main le pouvoir, notamment après la fronde de Patricia Bouchenaud-Deschamps. Oui, et je pense que ce sont ces années Le Nôtre. J'aime bien quand on dise les années Le Nôtre, parce que ça ne commence pas avec Louis XIV. On est ce que l'on va qualifier de grand siècle. Autrefois, on le réduisait dans nos manuels d'histoire au siècle de Louis XIV. Maintenant, les historiens ont élargi le champ et font correspondre cette période à cette période absolutiste qui va du règne d'Henri IV à celui de Louis XIV et qui correspond bien à l'évolution de cette famille qui, par un jeu d'alliance, un jeu de chance aussi, puisque dans cette famille, Jean Le Nôtre a un fils survivant, André, à qui il va pouvoir léguer ces 2 charges, et des filles qui vont s'allier également avec des jardiniers du roi, ce qui va leur permettre de créer un monopole avec des savoir-faire qui vont d'autant plus se diversifier que les alliances avec ces familles les mettent en rapport avec des familles qui ont des compétences extrêmement élargies et qui les mettent en rapport avec des savoir-faire qui vont en s'affinant. Et du coup, on est vraiment dans cette période où de montée de l'absolutisme qui date de Richelieu, hein, là, avec Louis XIV, on arrive à un point d'aboutissement, et surtout quand Louis XIV prend le pouvoir, comme on aime à le dire, en 1661, avec l'arrestation de Fouquet, qui fait grand scandale, eh bien le début de la construction de Versailles, on est avec un Le Nôtre qui est déjà un personnage très connu. Vaux-le-Vicomte lui a donné une notoriété internationale grâce à la diffusion des gravures, mais lui, il a déjà 58 ans, et à 58 ans, il a déjà toute une carrière. Fontainebleau, le roi vient de terminer un énorme chantier sous la direction de Le Nôtre, qui est le plus grand parterre du monde, qui est le parterre du Tibre. Et à Versailles, on a déjà commencé à acquérir des terres. Donc, si vous voulez, on est dans un processus où, déjà depuis longtemps, grands seigneurs, grande bourgeoisie, etc., rebat les cartes avec des faillites, une bourgeoisie qui monte, et un besoin de tous de paraître, et surtout la monarchie, bien évidemment, de paraître en majesté, avec un aménagement global du paysage qui ne se limite pas à l'art des jardins et qui va sortir et exploser. Et donc, si l'art du jardin français s'épanouit ainsi au XVIIe siècle, c'est vraiment en raison, entre autres, de cette volonté royale de maîtriser à la fois l'élite et le territoire, Grégory Quesnay. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que ça a tellement bien réussi qu'on a rétrospectivement l'impression d'un dessin politique unifié et planifié. En réalité, ça fonctionne par à-coups, par expérimentation, avec des visages, y compris politiques, très, très différents. On peut voir le jardin dit à la française, entre guillemets, comme une sorte de mécanique du pouvoir absolutiste, avec sa dimension quasiment militaire, qui reprend l'art des fortifications, avec ses tracés rectilignes, comme la mécanique de ce pouvoir souverain absolutiste. Mais en fait, dès qu'on creuse un petit peu, on a d'autres jardins, puisque par exemple, les premiers jardins de Versailles étaient des jardins très différents, qui étaient des jardins labyrinthes, des jardins sombres, des jardins chtoniens, qui étaient ceux d'un jeune roi, de plaisirs multiples, et qui présentaient un visage beaucoup plus sombre et violent du pouvoir. Donc, et les jardins peuvent être aussi un moyen de transmettre un message religieux, pas seulement politique, Grégory Quesnay ?
Alors oui, en fait, une des difficultés qu'on a, c'est que les jardins français ont été vus beaucoup par, déjà des historiens américains, qui ont vu dans ces jardins, une nature à la française, par opposition avec ces États-Unis où il y avait une nature sauvage, donc ils ont durci les choses. Ce qui fait que, par exemple, certains ont pu écrire que, le Grand Canal, c'était, la croix divine mise, au niveau du souverain ou un peu en dessous. Bon, je me méfie un petit peu de ces Beaucoup lectures, d'interprétations possibles. métaphoriques ou voilà, et qui rendent pas compte de la complexité beaucoup plus intéressante. Et dès qu'on va dans les archives, on trouve toutes ces complexités, des choses qui bougent, des alliances, des recompositions, des circulations aussi. Et pour en revenir à Le Nôtre, il a été chargé de jardins beaucoup plus vastes que ceux dont s'occupait son père. Il a dû donc apprendre de nouvelles techniques, Grégory Quesnay. Alors là aussi, une difficulté, c'est que ce n'est pas un travail isolé. Ce n'est pas un travail isolé. Et en fait, on visite ces lieux aujourd'hui en voyant des jardins coupés de tout le territoire métabolique qui les environnait. Euh, les jardins de Le Nôtre, effectivement, il y a des techniques considérables pour planter les arbres, les déplacer. Il y a des machines spéciales qu'on construit, etc. Bien entendu, pour ces levées de terre, pour creuser. Mais en même temps, ces jardins ne sont rien sans de l'eau qui arrive. Et cette eau, ce sont d'autres personnages, d'autres réseaux, d'autres techniques. Pour Versailles, ce sont ces 150 kilomètres de rigoles qui s'étendent à la ronde, qui collectent toutes les eaux de pluie dans un rayon de 40 kilomètres. Et donc, de même que vous disiez, ce titre, le premier jardinier qui est donné après, eh bien, le jardinier qui est tout seul, c'est aussi un anachronisme en quelque sorte. Et c'est un quelque chose de mouvant, avec aussi des compétitions entre toutes ces personnes-là. France Culture. Pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas? Et qui c'est? Entendez-vous l'écho? Comment? Le traiteur. Qui c'est? C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on n'a qu'à prendre le vôtre. Parfait. Alors? C'est qui? Tiffaine de Roquigny. Nous continuons à parler de l'économie selon le jardinier du roi André Le Nôtre avec Patricia Bouchenaud-Deschamps et Grégory Quesnay sur France Culture d'Entendez-vous l'écho. Comment les jardiniers du roi étaient-ils rémunérés? Et peut-être qu'il faut faire la différence, Patricia Bouchenaud-Deschamps, entre d'un côté les jardiniers concepteurs, de l'autre les jardiniers réalisateurs. Oui, alors je voudrais juste dire un mot sur ce que l'on vient d'évoquer. C'est très important ce qu'a dit Grégory Quesnay, c'est-à-dire on est malgré les travaux que l'on peut faire, les recherches, etc., et les publications, on reste encore prisonnier d'une histoire qui a été réécrite. Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'on a énormément de mal à se défaire de cette gangue qui enferme l'histoire dans des clichés. Et effectivement, quand on se replonge sur le terrain et qu'on se replonge dans cette histoire, on s'aperçoit que cette histoire est réécrite dès l'époque. La construction du grand chantier de Versailles, c'est très intéressant. On en fait un jardin d'expérimentation de sciences, etc., etc. Mais quand on va dans les contrats eh bien, on se rend compte qu'on utilise encore les moyens traditionnels avec beaucoup d'approximations. On enlèvera à peu près X tonnes de toises de terre à tel endroit qu'on reportera, etc. Et donc ça, c'est quand même très intéressant. Et quand on voit qui a écrit l'histoire, on s'aperçoit que c'est Félibien ou les autres. Félibien, c'est le plus proche voisin géographique de Le Nôtre et du roi. Et donc, si vous voulez, avec Perrault, qui est un autre contrôleur, et c'est pas simplement un conteur, c'est un autre contrôleur général des bâtiments du roi. Donc, on a des acteurs qui, à la fois, font et racontent. Donc, ils fabriquent tous ensemble quelque chose. Donc, ce qui est passionnant, c'est ce qui se fait sur le terrain, avec donc effectivement des équipes. Et les équipes, comprendre comment travailler André Le Nôtre sur le terrain et comment, à la fois, tant sur un grand chantier comme Versailles, avec les concurrences entre un chantier comme celui de Versailles et celui de Chantilly, parce que concrètement, la ressource est rare. Hein. Donc il était à la tête d'une petite entreprise. On se bat pour avoir du plomb, on se bat pour tout. Oui, c'est un chef d'entreprise
comme tous les jardiniers du roi, hein. Quand vous avez des salaires et des gages qui peuvent paraître importants, sur ces gages et ces salaires, vous devez fournir à la fois les végétaux, etc., mais aussi la main-d'œuvre. Et ensuite, vous devez, vous êtes à la tête d'un certain nombre d'équipes. Et le nôtre aura pour particularité de travailler avec des équipes qu'il va user sur 3 générations. Il a vécu jusqu'à l'âge de 87 ans. Sa mère est morte à 90 ans. Il y a une grande longévité dans cette famille. Ceux qui survivent vivent très longtemps. Et c'est très intéressant. Parce qu'il a perdu ses 3 enfants très jeunes, par contre. Il a par contre perdu ses enfants très jeunes. Il va user et utiliser 3 générations de collaborateurs. Et pour ces chantiers, il va travailler sur 3 générations de commanditaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir tout à fait en tête. Et donc, parmi les hommes sur le terrain, quand il envoie quelque chose, eh bien, il envoie un dessinateur, jardinier, mais dessinateur, qui généralement dirige le chantier, mais il envoie aussi un hydraulicien. Et ça, c'est très intéressant. On voit ça donc dans la correspondance, et on voit exactement ces routes qui sont empruntées de manière très pratique. Alors, il fait partie de la surintendance des bâtiments du roi, il a ses bureaux-là, mais on se rend compte que sa maison est un point de passage obligé où tant Colbert que le prince de Condé ou d'autres viennent chercher les plans chez lui. Et dans cette rue Saint-Vincent qui est à côté avec tous ces bâtiments, eh bien, avec tous ces immeubles qui appartiennent à ses neveux, oncles puis neveux, les Dégots et autres, il y a véritablement un lieu de travail, un atelier qui est en fait une véritable agence avec toutes les compétences qui sont réunies. André, tu t'ennuies aux Tuileries, m'a-t-on laissé dire. Comment sais-tu cela? Ne me regardez pas ainsi, André. Je n'entretiens pas de correspondance secrète avec Monsieur Lebrun. À la bonne heure. J'en viens au fait. S'il s'agit, comme nous le faisions jadis chez Simon Vouet, de copier les anciens maîtres, c'est non d'avance. J'ai d'autres ambitions. Et pour les réaliser, je t'ai trouvé le puissant que tu cherchais depuis longtemps. Il a acheté 500 hectares. Louis Levaux se charge de la construction de son château. Nicolas Poussin, des thermes de marbre. Moi, des peintures et des sculptures. Quant au jardin, ils t'attendent. On a juste commencé à remuer la terre. Cette proposition est sérieuse. André, tu viens de signer ta première commande. Nicolas Fouquet, en personne. Il construit à Vaux-le-Vicomte une demeure qui dépassera en magnificence tous les châteaux de nos rois. Voilà, c'était une conversation entre le peintre Charles Lebrun et André Lenôtre à propos du projet du surintendant des finances Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Ce jardin, on peut dire que c'est vraiment la naissance du style Lenôtre, Grégory Quesnay. Alors ça, je ne suis pas le meilleur spécialiste pour cela, pour y répondre. En revanche, je peux dire ce qui se passe en termes de mobilisation de capitaux et de moyens. Et on est face, en réalité, à la même histoire qui a été décrite avec les familles qui ont protégé le nôtre, c'est-à-dire dans un état qui est celui qui a été décrit très bien par Daniel Dessert, qui est celui des financiers, où les finances du royaume sont gérées par tout un tas de personnages qui servent d'intermédiaires, de puissantes familles qui touchent le commerce, etc. Et donc, vous avez, Fouquet, c'est un réseau qui n'est pas celui de Colbert, qui est un réseau concurrent. Et lui aussi, il y a cette même ascension qui se fait à l'ombre de l'État, au service de l'État, à un moment où la notion de corruption n'existe pas. Donc il est rendu tout à fait légitime de prendre dans les caisses de l'État quand on l'a servi, d'une certaine manière. Et donc il construit cette fortune tout à fait colossale qu'il investit dans cette représentation. Et c'est comme cela, effectivement, que Lenôtre arrive au service de Fouquet. Vous n'aviez pas l'air d'accord sur cette idée que, en quelque sorte, André Lenôtre invente avec le jardin de Vaux-le-Vicomte son style, à savoir cette symétrie rigoureuse, cette perspective soigneusement calculée, Patricia Bouchenot-Deschamps. Oui, je ne suis pas d'accord dans la mesure où, en fait, c'est quelque chose qui déjà depuis 20 ans se construit. Et donc, déjà 20 ans plus tôt, on a des dessins de Lenôtre pour d'autres clients qui montrent déjà toute cette recherche de perspective, d'optique avec des effets qui sont nouveaux et qui ont été nécessités par l'agrandissement en fait des champs d'intervention. Quand vous êtes sur un jardin ou un parc qui n'est pas très grand, vous n'avez pas ces problèmes de distorsion avec la distance. Mais plus les lignes vont être importantes, non seulement pour créer des parcs et des jardins, mais ces avenues qui vont relier les grandes résidences royales et donc
que quadriller notre territoire, plus il va falloir maîtriser des problèmes d'optique. C'est pour ça qu'il a appris la technique de l'anamorphose auprès du peintre Simon Vouet. Absolument. C'est-à-dire que cette technique, en fait, qui existe, que les peintres et les architectes connaissent bien, il va avoir l'idée de l'appliquer au jardin. Et ça, c'est très fort, c'est très nouveau, parce que qu'est-ce que ça va changer? C'est-à-dire que d'un jardin que l'on regardait du balcon depuis toujours, et on voit bien toutes les représentations gravées qui sont à partir du balcon jusque sous Louis XIV, c'est tout à coup un jardin que l'on va voir sur le terrain et qui va devenir un jardin en mouvement. Et donc, avec des jeux qui n'existaient pas avant. Et quand on regarde les gravures de l'époque, elles ne rendent pas compte du terrain. Et bon, le grand exemple, c'est par exemple Saint-Cloud. Donc, on croit que c'est droit ou d'autres sauts, etc. Alors qu'il y a des flancs et donc ça, c'est très, très important. Ensuite, je ne suis pas d'accord dans la mesure où, si vous voulez, Vaux-le-Vicomte, en même temps, on a, par exemple, Bordier. Bordier, lui, au Raincy, fait également construit un parc énorme, immense, qui donne aussi la mesure de sa fortune et son talent. Et c'est André Le Nôtre qui est à la manœuvre. Et donc, on a comme ça un certain nombre de choses. Richelieu, déjà avant, alors là, Le Nôtre n'est pas à la manœuvre, avait déjà conçu aussi des jardins qui dépassaient le strict cadre qu'on connaissait avant. Mais donc, le tout style ça, ce de sont Le des Nôtre choses apparaît au grand jour avec ce jardin. Voilà. Là, avec Le Nôtre, avec Vaux-le-Vicomte, et avec le Raincy. On a, et les autres qu'on ne connaît pas, puisqu'ils ont disparu, le gros avantage de Vaux-le-Vicomte, c'est que, un, ils ont fait connaître Le Nôtre par la diffusion, par la gravure, et deux, ils sont encore aujourd'hui, ils existent, et on doit rendre hommage aux propriétaires privés qui se battent dans les conditions qui ne sont pas toujours faciles, pour maintenir ces jardins à un niveau quand même assez exceptionnel. Eh bien, c'est là où, effectivement, on a une vitrine de son savoir-faire, mais en sachant que Versailles va tout exploser, notamment déjà avec le Grand Canal, avec la diversité des bosquets qu'on n'a pas à Vaux-le-Vicomte. Les bosquets, alors j'ai bien aimé ce que vous disiez sur le caractère sombre des premiers jardins. Je dirais qu'ils sont sans doute peut-être plus naturels. Il y a un mot qui est très important, puisqu'on voulait parler aussi de nature. Il y a un mot qui m'a vraiment frappé dans les écrits de Le Nôtre et qui reviennent dans les contrats, etc. Il tient beaucoup à ce que ça soit d'un grand naturel. Alors c'est important cette question, et justement on va l'évoquer parce qu'on entendra tout à l'heure un texte de Jean-Jacques Rousseau sur cette question et sur cette distinction entre les jardins à la française et les jardins à l'anglaise. Mais peut-être encore un mot sur Vaux-le-Vicomte, exemple paradigmatique du jardin à la française qui va être visité par les plus grands, à commencer par le roi Louis même. Louis XIV et sa famille viennent à Vaux-le-Vicomte en 1660. Auparavant c'est le cardinal Mazarin qui était venu en visite, mais le 17 août 1661, Fouquet organise une fête somptueuse en l'honneur de Louis XIV qui met en lumière la splendeur de Vaux-le-Vicomte, et Fouquet est arrêté à peine un mois plus tard. Cela va contribuer à la légende du lieu, Grégory Quesnay. Oui, et il y a aussi une distorsion en fait, de la légende, cette fête qui serait à l'origine de sa chute. En réalité, ce qui était à l'origine de sa chute, je le redis bien, ce sont des réseaux financiers concurrents, de grandes familles qui se protègent par des clientèles en cascade. Et c'est la concurrence avec le réseau de Colbert. Et en plus, le Fouquet a vraiment un désavantage, c'est que c'est un homme seul. Aucun de ses enfants n'est encore marié. Il n'a pas eu le temps de faire des alliances. Et donc, il est possible de le faire chuter sans faire chuter toute une clientèle qu'il aurait été impossible de gérer. Et la monarchie fait ça régulièrement. La fameuse accusation, ces fameux financiers, à la fois, elle dépend d'eux pour collecter les impôts, disons recevoir les impôts avant qu'ils soient collectés plutôt, et en même temps, elle les désigne comme bouc émissaire quand on en a besoin, jouant les uns contre les autres. Donc c'est cette histoire complexe qui est beaucoup plus intéressante, je trouve, que de juste prendre un petit morceau et l'isoler tout le reste. Je vais réaliser pour monsieur le surintendant Fouquet le plus beau jardin qui se puisse concevoir. Regardez comment j'organise mon dialogue avec la nature. Je développe mes jardins du nord au sud, dans l'axe du château. Dos au château, j'ai placé une ligne de grottes, au sein desquelles on pourra admirer les statues de Charles, et puis j'élargis l'allée centrale afin qu'elle se confonde avec l'horizon. C'est la première fois, André, que je vous vois dessiner. C'est que le sujet me passionne.
Là, voyez-vous, je place mes terrasses. Et plus loin, un très long canal. Et l'eau, mon ami? L'eau n'est-elle pas un problème? Non, quand on la maîtrise. J'ai dévié le rue de Bobet pour laisser plus de place à mes terrasses. Je le fais tomber en cascade champêtre sur le canal, après un passage en galerie. Des sources d'eau amassées dans un réservoir alimenteront les petites cascades. Vous m'écoutez? Mais oui, mon ami. Pourquoi cette question? Vous sembliez absente. Je songeais aux sommes colossales que tout cela doit coûter. Monsieur Fouquet est très riche. Alors je m'inquiète pour rien. De quoi diable y aurait-il matière à s'inquiéter? La réalisation que m'a confiée le surintendant est peut-être la chance de ma vie. Je puis enfin, j'ai quand même bientôt 40 ans, montrer à la face du monde ce dont je suis capable. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec 2 arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui au revers de son veston portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. Petit jardin de Jacques Dutronc sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous continuons à parler de l'économie selon le jardinier du roi André Le Nôtre, le professeur en histoire de l'environnement Grégory Quesnay, l'historienne de l'art et des jardins Patricia Bouchenaud-Deschamps sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Marie-Claire Oumabadi. Alors le jardin du château de Vaux-le-Vicomte constitue une incroyable aubaine professionnelle pour Le Nôtre. Cela lui permet d'étendre sa clientèle. Patricia Bouchenaud-Deschamps, des commandes lui viennent de l'aristocratie mais aussi de la bourgeoisie? Alors, la clientèle de Le Nôtre est multiple. Je dirais qu'on dira plus tard de lui, du moment qu'il était au roi, tout le monde voulait l'avoir. Mais il était au roi depuis très longtemps. Et donc, Fouquet, ça fait partie effectivement de ces réseaux qui vont être extrêmement importants. Ça fera partie de sa clientèle. Comme Colbert va faire partie de sa clientèle. Comme ensuite Louvois, il travaillera pour les uns et les autres. Ce qui montre aussi à la fois le caractère indiscutable de ses compétences techniques, mais aussi son habileté diplomatique, ce qu'il faut quand même souligner. Et là, en l'occurrence, pour Vaux-le-Vicomte, effectivement, c'est un chantier d'importance qu'il faut quand même remettre aussi dans son contexte de l'époque. C'est aussi un chantier qui est fait un petit peu en cachette. L'ampleur de ce chantier fait que Fouquet a quand même un petit peu peur des réactions de Colbert. La tension est assez forte, il a compris qu'il se passe quelque chose et qu'il se met en danger avec cela. Ce qui fait que quand Colbert vient inspecter, on renvoie les ouvriers dans les champs pour donner l'impression qu'il y a moins d'ouvriers qu'il n'y a en réalité. Donc c'est un chantier qui est faramineux, qui est extrêmement important, qui est très 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 bien, qui montre tous ses savoir-faire. Un chantier à partir duquel il va largement s'enrichir, Patricia Bouchenaud-Deschamps. Par la suite, il va commencer à se constituer une véritable fortune. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que en fait, on a un certain nombre de données financières qui sont indiscutables, qui sont à la fois
les gages qu'il va recevoir, les grands chantiers. Mais on a énormément de documents ont disparu. Donc, par exemple, on n'a pas les montants qu'il a pu gagner à Vaux-le-Vicomte ou sur d'autres chantiers. En revanche, on pourrait prendre le temps de prendre un papier, un crayon et de calculer à partir du montant du chantier combien il a pu gagner. Il faut savoir que d'après d'autres devis rédigés par le nôtre, qui sont âprement discutés par les commanditaires, on s'aperçoit que les lignes, il fait des rabais sur un certain nombre de prestations, mais jamais sur ses honoraires. Et donc là, ces honoraires sont à peu près 10% du montant du marché. Donc à partir de là, c'est assez intéressant. Ça nous permet donc de mieux comprendre l'évolution de sa fortune. Comme on l'a dit, il perd ses enfants jeunes, donc il n'aura pas à les placer, de charges à acheter ou d'office à acheter pour eux. Et donc il va pouvoir assez rapidement compléter une fortune qui lui vient à la fois de son père, qui, s'il a fait faillite, avait déjà un certain nombre de propriétés, et qui vient de sa belle famille. Et donc, fort de tout cela, il va enrichir ses propriétés, il a des loyers, des choses récurrentes, etc. Et surtout, il va se constituer une figure de collectionneur. Il faut dire qu'il est à bonne école, puisque certes, il a été formé pendant quelques années dans l'atelier de Voué, où il a rencontré pas simplement des peintres, mais aussi des figures d'architectes, etc. Voué avait une bibliothèque d'architecture qui était très importante, ce qui permet de mieux comprendre aussi les compétences de Lenôtre. Mais il va aussi se retrouver avec Gaston d'Orléans, qui est lui un vrai collectionneur et qui aura certainement joué un rôle important. Et ce qui veut dire, si j'ajoute juste un petit mot, il y a quelque chose d'absolument incroyable. Si on parle de la fortune de Lenôtre, en 1643, on sait qu'il a reçu de Poussin le tableau qu'il lui a commandé, qui est La femme adultère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il a les moyens financiers quelques années avant, parce que Poussin est un peu lent pour répondre, de les commander, mais surtout, Poussin choisit sa clientèle. Et donc, la figure de Lenôtre est suffisamment intéressante pour Poussin pour qu'il accepte. Et là, c'est toute cette carrière de collectionneur, c'est cette fortune qui va rendre au roi, puisqu'aujourd'hui, des très beaux tableaux, des bronzes, etc., font partie des chefs-d'œuvre de nos collections nationales. Venons-en au projet de sa vie, les jardins du château de Versailles. De la belle ouvrage, monsieur Lenôtre. Votre Majesté m'a donné de l'espace pour réaliser nos rêves. Je ne saurais mieux dire. N'avoir que l'horizon pour borne est un immense privilège. Vous domestiquez la nature, comme d'autres les hommes. En tout cas, ce sont des travaux que je conduis avec passion, sous le regard bienveillant, vigilant et connaisseur de votre Majesté. À la place des marais puants de Versailles que j'ai fait assécher, il y a maintenant cette vaste perspective. Laquelle nous permet, sire, de mieux respirer. Ainsi, mon ami, l'odorat et la vue sont comblés. Voyez-vous, monsieur Lenôtre, j'attache autant d'importance à la grandeur du château qu'à la magnificence des jardins que vous avez su dessiner avec tant de talent. Ne me flattez pas, sire. Sans quoi je ne pourrais plus rien entreprendre, alors qu'il me reste encore tant de travail. Qu'ai-je fait d'autre, sinon que de jouer avec l'espace que vous avez mis à ma disposition? Grégory Quesnay, lorsque Louis XIV lance la construction du château de Versailles, il confie donc les jardins à Lenôtre, qui va transformer les marécages environnants. C'est un chantier colossal. C'est un chantier colossal aussi parce que le site s'y prête assez peu. Il y a cette phrase dans l'extrait que vous venez de passer avec qui n'a que l'horizon comme limite. En réalité, Versailles, c'est le pire des sites puisque c'est la petite résidence de Louis XIII est sur une butte, dans une cuvette entourée de plateaux qui sont à peu près à 130-140 mètres. Et comme le dit Saint-Simon tardivement, il est vrai, mais ça reste juste, le Versailles, c'est un lieu sans vue, sans eau, sans air. Tout est sable mouvant et marécage, voilà. Lieu ingrat, triste. Exactement. En effet, les mots de Saint-Simon sont durs. Voilà, et on retrouve tout de suite dans le problème de la légende et de cette réussite, c'est-à-dire que c'est présenté, mais
même encore partout, même quand on visite le château de Versailles, comme presque évidemment une volonté royale qui aurait choisi à dessein un site qui ne s'y prêtait pas pour mieux montrer sa puissance et son pouvoir. Ce qui se heurte à 2 objections, c'est que d'une part, il n'y a pas eu un dessin d'ensemble planifié sur les 50 années que vont durer les travaux. On a tâtonné au fur et à mesure, on a changé, on a refait, etc. Oui, il faut rappeler que les travaux en tout avec le château ont duré 38 ans et qu'ils vont démarrer en 1661. Je vous laisse poursuivre. Et la deuxième chose, c'est que le choix de ce site, c'est aussi parce qu'on est dans un endroit où il reste de la place, on peut acheter plus facilement des terrains qu'à d'autres endroits, puisque c'est l'endroit où le réseau, il y a un réseau hydrographique nord-est-sud-ouest pour rejoindre la Seine et qui découpe en lanières des plateaux étroits, d'où les différences de niveau. Et c'est un paysage morcelé qui n'est pas du tout celui des autres endroits du bassin parisien. On a pu faire passer des grands axes, des grandes perspectives. Et donc, la terre a été très convoitée et déjà occupée. Et Versailles, finalement, c'est un lieu, grâce à cela, un lieu d'expérimentation, même si ça va être une entreprise extrêmement complexe pour acheter les terrains, pour déplacer. Il y a des choses qu'on ne pourra pas supprimer non plus, pour des questions de privilèges. Voilà. Par exemple, Trianon était un village avec une église et un cimetière. Il a fait l'autorisation de l'évêque pour raser et pour déplacer les morts. C'est tout à fait exceptionnel, c'est quelque chose qui n'est pas reproductible. Donc on se heurte aussi à un certain nombre de choses. Il faut remettre en perspective tout ceci. Mais ces jardins doivent en tout cas illustrer la grandeur de la monarchie et glorifier le roi. Et c'est un triomphe. Le chantier de Versailles implique des milliers d'ouvriers, d'artisans, d'artistes. On a parlé de cette entreprise que fonde le nôtre avec ces centaines d'ouvriers autour de lui, avec une véritable division du travail, Patricia Bouchenot-Deschamps. Alors, évidemment, l'historiographie, dès la fin du règne et au XVIIIe siècle, va reprendre ça, critiquer, etc. Il faut reprendre des chiffres, il faut redescendre dans des contrats pour comprendre cette entreprise, qui est une entreprise qui est d'autant plus incroyable qu'elle se situe sur toute l'Île-de-France. On travaille à la fois aux Tuileries, on travaille à Saint-Germain et Versailles, avec Marly, avec ses routes, avec un système effectivement qui est avec des compétences qui sont très très différentes. Donc on a une quantité de métiers invraisemblables. Au-delà des hydrauliciens, au-delà des jardiniers, les ferblantiers, les maçons, tous ceux qu'on peut retrouver, les terrassiers évidemment, etc., qui vont se servir de cette géographie qui est ingrate, mais qui est une source d'opportunité, encore une fois. Tous ces petits rues qui convergent et qui sont sur ces terrains malsains, eh bien, laissons-les converger et faisons-en quelque chose. Et forcément, on en fait un bassin toujours plus grand qui devient ce canal. J'ai travaillé là-dessus avec Georges Farhat. On a un peu démonté l'histoire officielle pour montrer comment ça s'est fait. Et on se rend compte que de tout site, on peut sortir quelque chose. Et le génie de le nôtre, c'est de savoir s'adapter au lieu. Et il n'y a pas un bassin qui ne soit pas à la juste place en raison d'une géographie et de possibilités de nivellement à minima. On est à dos d'homme. Certes, les machines sont là et on les voit sur la gravure officielle, tant pour la construction du Louvre que pour Versailles. Mais dans les contrats, on est toujours avec des moyens très, très humains. Oui, et donc, c'est là où on comprend qu'il se passe quelque chose à la fois de génial, de très 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 grand, mais tout est aussi très humain. Et ce qui est très important, c'est en fait quand on parle de ce génie de le nôtre, il y a un Versailles qui va se métamorphoser. C'est un Versailles n'est pas forcément le goût de le nôtre. Le nôtre, on a des témoignages de son goût avant et qui sont aussi après. Vous parlez de génie, Patricia Bouchenot-Deschamps. Oui, et en effet, il en fallait du génie parce qu'il y avait un certain nombre de défis à relever. Bienvenue à Versailles. Vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici sans mal, j'espère. Votre plan était merveilleusement précis. J'en aurais d'ailleurs besoin pour repartir. Nous allons bouger un peu avant. Madame de Barras, messieurs Soilem et Deville.
Ils vont bâtir la machine de Marly et un aqueduc de là-bas à Versailles, qui, nous l'espérons, va alléger nos soucis en ce qui concerne le manque d'eau. Madame. Messieurs, Madame de Barras va s'occuper du bosquet des rocailles à Versailles. L'eau, ou plutôt le manque d'eau, sera un problème récurrent. Maître, les aspirations du roi sont déjà... Sans fin et changeantes, et notre tâche est de les satisfaire. Sauf votre respect, on ne peut accéder à des demandes sans fin. Elles ne sont pas sans fin, Deville. Ce sont celles de notre bon roi. Peut-être, mais la construction de l'aqueduc a ses limites. Lorsque nous avons commencé, j'ai eu l'impression que nous aurions... Le passé est le passé. Notre tâche est de magnifier la nature selon les derniers plans validés. Mais monsieur, l'argent a déjà été dépensé. L'aqueduc apportera suffisamment d'eau au jardin de Versailles parce qu'il le faut. Telle est votre mission. Un extrait du film d'Alan Rickman de 2014, Les Jardins du Roi, avec Kate Winslet et Matthias Schoenaerts. Je ne le connaissais pas. C'était en effet l'un des grands défis qu'a dû relever le nôtre, le manque d'eau. Comment est-ce qu'il a réussi à répondre à cette exigence, Grégory Quesnay ? Quand ce petit château, ce relais de chasse était la résidence de Louis XIII, il y avait, les sources étaient sur la butte. Il y avait d'ailleurs un moulin qui allait puiser l'eau. Et lorsque l'installation, les premiers projets de Versailles se fait, il y a une expertise de l'Académie des sciences qui dit il y a suffisamment d'eau. C'est-à-dire qu'on va continuer à utiliser les sources locales. Et j'insiste encore une fois parce que ça veut dire que les problèmes se sont posés au fur et à mesure d'une extension qui n'a pas été planifiée. Et donc quand on se rend compte que ce n'est pas suffisant, eh bien on cherche différentes choses. Il y a cette fameuse machine de Marly, mais dont les rendements qui est une sorte d'ascenseur à eau. Parce que la difficulté, c'est que la Seine est proche, mais elle est plus basse. Donc on ne peut pas y amener l'eau, c'est une sorte d'ascenseur à eau. Mais le rendement n'a jamais été extraordinaire. Il y a ces projets colossaux, puisque le détournement, de l'heure, qui ne sera pas achevé à cause de la guerre de succession d'Espagne. Enfin, il manque quelques mois et sans doute l'achèvement ne s'est pas fait parce que devant le château de Madame de Maintenon, au lieu de faire un aqueduc souterrain, on a fait un aqueduc à la romaine, ce qui a fait plusieurs mois de retard et ensuite les soldats sont déplacés et sont consacrés à la guerre. Le projet de détourner la Loire. Le Riquet, du fameux canal du Languedoc avait proposé ça. Heureusement, il y a la contre-expertise de l'Académie des sciences qui montre que le niveau n'aurait pas été possible. On retrouve l'importance. Alors, par exemple, une des grandes innovations, alors c'est pas, disons, un des grands perfectionnements, c'est l'art de l'optique, puisque sur certains des aqueducs qui ont été construits, je pense notamment, c'est Éric Soulard qui l'a montré dans ses travaux, on est sur 8 km à une différence de niveau qui est à peu près d'1 mètre, 1,5 mètre. Ce qui suppose un calcul mathématique et des outils portatifs. En fait, donc il n'y a pas de bons théoriques, mais ce sont des outils qui sont développés. Et on comprend que les ambitions du roi sont immenses. La création du parc de Versailles a radicalement modifié le paysage environnant. Oui, parce que devant ce manque d'eau continu, eh bien, la solution est venue de la constitution d'un réseau d'étangs artificiels et de rigoles, qui sont des petits canaux qui font 1,5 mètre de long, qui parcourent en tout toute une partie de la campagne, même si un grand nombre ont été soit détruits, soit ne sont plus entretenus malheureusement, et qui collectent les eaux de pluie dans un rayon de 40 km à la ronde. C'est le fameux domaine des étangs de Trappes et de Saclay, dont on trouve les traces partout. L'étang de Saint-Quentin en Yvelines est un étang artificiel, etc. Et ils sont tous connectés les uns aux autres. Et c'est là la grandeur. Mais je voudrais revenir, on a une question de fond, mais quand même une question de fond qui interroge le pouvoir français. Est-ce que la force du pouvoir se manifeste dans la capacité à mobiliser des moyens à une échelle de plus en plus grande et de façon uniforme ? Ou alors est-ce qu'elle se manifeste par un art de la composition qui est une invention permanente, qui aboutit à quelque chose d'unique et d'illimitable? La légende a retenu plutôt la première, mais quand on regarde, en réalité, ce qui nous fascine, c'est bien cela. Si vous comparez par exemple le pouvoir chinois a depuis des siècles des moyens de mobilisation matérielle des ressources qui sont sans équivalent. Le Grand Canal, c'est 6000 km, c'est fait plusieurs siècles avant Versailles. Versailles, c'est 150 km de canaux. Et pourtant, il y a quelque chose de beaucoup plus complexe qui est dû à cet art de la composition et de composition entre des mondes. On fait des discontinuités, on n'a pas parlé du parc de chasse, mais on assemble, il y a c'est tout ensemble, il y a les potagers, ce potager gigantesque. Et donc cet art de la composition qui fait qu'on ait quelque chose d'inimitable. Et d'ailleurs, même le château, il y a d'autres exemples historiques postérieurs, y compris de dictateurs qui ont fait des bâtiments aussi grands, mais le palais de Ceausescu, c'est pas Versailles. Mais tout cela entraîne une exploitation intensive des ressources naturelles locales, ce qui a pour effet de créer des protestations et des formes de résistance, Grégory Quesnay.
La très grande différence par rapport aux siècles qui vont suivre, lorsque les énergies fossiles vont arriver, c'est qu'on n'a pas une source d'énergie qui permet de transporter des matériaux, des choses des longueurs très grandes. Donc en fait, c'est sur place. Et sur place, lorsque la course est itinérante en 1682, il faut inventer un parc de chasse où le roi va chasser 3 à 5 fois par semaine, ce qui ne s'est jamais vu puisque jusqu'à maintenant, il se déplaçait. Il va falloir inventer un lieu qui va apporter les eaux nécessaires, qui va apporter le bois pour les 1300 cheminées qui sont dans le château, qui va nourrir les animaux de la chasse, les chiens, les chevaux, parce qu'il faut mettre tout ceci. Et donc il faut exproprier énormément de paysans. Et donc ça crée des conflits environnementaux qui sont sans équivalent, puisque auparavant on était dans un pouvoir qui était itinérant, qui se déplaçait de résidence en résidence, et donc qui diluait en quelque sorte son impact écologique par cette rotation. Et là, on superpose des espaces qui se superposent mal. Imaginez, il y a des paysans dans ce parc de chasse qui fait 11 000, puis après 15 000 hectares, à l'intérieur du parc de chasse, qui est tout à fait unique, et on fait passer 150 km de canaux qui découpent les routes, on interdit de cultiver à côté, on met des animaux qu'on n'a pas le droit de tuer, qui doivent se reproduire, qui détruisent les récoltes, et donc vous avez des conflits environnementaux très grands. Ce qui d'ailleurs donne à mon sens un Versailles beaucoup plus intéressant pour comprendre aujourd'hui ce que sont les questions écologiques, ce qu'est le pouvoir sur la nature, c'est que c'est un Versailles qui est parcouru de tensions, on braconne, on vole le plomb des fontaines, on les démonte, on vole le bois, y compris les habitants de la ville de Versailles, les plus grandes familles. On se chauffe avec du bois qui a été volé dans les forêts du roi. Patricia Bouchenot-Deschamps. Avec juste pour nos auditeurs un petit point qui est une évidence, mais Versailles, c'est à la fois bien sûr le château et le parc, mais de l'autre côté, c'est toute une ville qui se construit. Ouais, et donc, quand on parle d'approvisionnement en eau, c'est à la fois les eaux potables et les eaux pour alimenter les bassins. Donc on est sur deux choses qui sont très importantes, et cet approvisionnement aussi d'une ville et d'un gouvernement qui est là, et donc c'est quelque chose, effectivement, c'est la première fois qu'on a une ville de cette ampleur qui n'est pas construite près d'un fleuve. On a... Oui, c'est la première fois que c'est les Versailles 1715 et à la veille de la Révolution française est dans les 10 villes les plus importantes du royaume, et c'est la seule à ne pas être à côté d'un fleuve. Ouais. Le fleuve étant à la fois ce qui apporte l'eau, l'eau que l'on boit, et l'endroit où on rejette les déchets, et ce qui sert aussi à transporter les produits lourds, les céréales en particulier, le bois. Et même si le parc de Versailles suscite évidemment l'admiration, il ne fait pas l'unanimité. En tout cas, les jardins à la française sont critiqués. Je vous propose d'écouter ce qu'écrit Jean-Jacques Rousseau dans son roman épistolaire Julie ou la Nouvelle Héloïse, paru en 1761. Que signifient ces allées droites si sablées qu'on trouve sans cesse, et ces étoiles par lesquelles, bien loin d'étendre aux yeux la grandeur d'un parc, comme on l'imagine, on ne fait qu'en montrer maladroitement les bornes? La nature emploie-t-elle sans cesse l'équerre et la règle? Ont-ils peur qu'on ne la reconnaisse en quelque chose malgré leurs soins pour la défigurer? Enfin, n'est-il pas plaisant que, comme s'ils étaient déjà là de la promenade en la commençant, ils affectent de la faire en ligne droite pour arriver plus vite au terme? Ne dirait-on pas que, prenant le plus court chemin, ils font un voyage plutôt qu'une promenade et se hâtent de sortir aussitôt qu'ils sont entrés? Que fera donc l'homme de goût qui vit pour vivre, qui sait jouir de lui-même, qui cherche les plaisirs vrais et simples et qui veut se faire une promenade à la porte de sa maison? Il la fera si commode et si agréable qu'il s'y puisse plaire à toutes les heures de la journée, et pourtant si simple et si naturel qu'il semble n'avoir rien fait. Il rassemblera l'eau, la verdure, l'ombre et la fraîcheur, car la nature aussi rassemble toutes ces choses. Il ne donnera à rien de la symétrie. Elle est ennemie de la nature et de la variété. La direction n'en sera pas toujours en ligne droite. Elle aura je ne sais quoi de vague, comme la démarche d'un homme oisif qui erre en se promenant. Il ne s'inquiétera point de se percer au loin de belles perspectives. Le goût des points de vue et des lointains vient du penchant qu'ont la plupart des hommes à ne se plaire qu'où ils ne sont pas. Ils sont toujours avides de ce qui est loin d'eux. Que
vous inspirent ces mots de Jean-Jacques Rousseau, Patricia Bouchenaud-Deschamps? Vous disiez que c'était cruel de faire entendre ce texte. Pourquoi cela? Je pensais à un autre passage, mais effectivement, non, c'est un passage qui est très intéressant parce que d'abord, ça touche à l'histoire du goût. Donc, on est là sur un autre champ, donc ce qui est très intéressant, et ce qui nous permet de peut-être d'aborder très rapidement un point qui est effectivement, il va y avoir une remise en question de ce jardin. Alors, le mot jardin français ou jardin à la française, c'est un concept qui est né à la fin du 19e siècle, à partir de la guerre de 1870, dans un contexte de nationalisme qui ne fera qu'augmenter et qui va trouver son paroxysme en 1913 avec l'anniversaire de la naissance de Le Nôtre, à la veille de la Première Guerre mondiale, où là, on va vraiment faire la France va être vraiment vendue, entre autres, à travers la figure de Le Nôtre. Mais entre-temps, on a quand même une histoire qui est beaucoup plus complexe. Certes, il va y avoir le romantisme, la vogue du jardin dit à l'anglaise. Avant, on parlait pour le jardin de Le Nôtre, on a parlé aussi de jardin régulier, mais le jardin régulier existait avant. Les Anglais ont parlé de jardin formel. On a un peu de mal à parler de ce jardin de Le Nôtre. Mais on lui reproche en tout cas son formalisme excessif, son artificialité, contrairement au jardin à l'anglaise. Parce qu'on se fixe sur un modèle de jardin que l'on croit connaître à travers Versailles. Mais il faut aller voir d'abord les différents jardins de Le Nôtre qui ne sont pas du tout construits sur le modèle de Versailles. Un Chantilly qui est absolument étonnant, éblouissant avec cette terrasse. Il faut monter sur cette terrasse pour découvrir ce canal dans l'autre sens. Il faut voir l'imagination de Le Nôtre dans mille et un contextes. Il faut surtout le lire et se rendre compte qu'il a travaillé au service du pouvoir, mais qu'il avait aussi un goût personnel, qu'il écrit surtout ne faites pas des treillages, il faut faire quelque chose d'un beau naturel. Partout, il veille à ce beau naturel. Il faudrait travailler sur ce qu'était le beau naturel dans la bouche de Le Nôtre. Et Le Nôtre a malheureusement laissé un traité dont on a la trace dans l'inventaire après décès, mais qui a disparu très tardivement. On enrage, on se dit peut-être qu'il va ressurgir. Et c'était pas exactement un traité, c'était un cahier sur lequel il consignait ses pensées et ses idées. Alors Grégory Quesnay, sur ce débat autour de l'opposition entre jardin à la française et jardin anglais, on aurait tort, selon vous, de réduire les jardins de Le Nôtre à des symboles de la monarchie absolutiste? Bien sûr, mais on est face à quelque chose qui est une machine politique. Une machine politique à la fois de mise en ordre et de représentation. Et donc, finalement, elle produit elle-même, non pas directement ces figures, puisque certaines sont tout à fait postérieures, mais elle produit elle-même par la critique et par la défense, finalement, des modèles qui se nourrissent. Et il y a une étape qui va servir pour construire ce jardin à la française, c'est lorsque Versailles sera... puisque Versailles n'a plus jamais été habité, ce qui change quand même beaucoup le regard que l'on a sur le lieu et sur ces jardins, eh bien les ingénieurs de la monarchie de Juillet, quand ils visiteront ce Versailles menacé, abandonné et après, vont voir dans ces jardins le territoire français en réduction, c'est-à-dire ce qu'ils sont en train de faire avec les réseaux de routes et puis plus tard avec les chemins de fer. C'est évidemment une lecture totalement anachronique, mais c'est ça qui a triomphé. Et du coup, comment dire, et ce qui est aussi très étonnant par rapport à Versailles, c'est que finalement, plus on critique Versailles, comme avec Rousseau tout à l'heure, plus on le nourrit aussi. Ça fait partie aussi de la machine politique, c'est la critique nourrit le modèle. Merci beaucoup à tous les deux, Patricia Bouchenaud-Deschamps et Grégory Quesnay, de nous avoir fait découvrir ainsi l'art de Le Nôtre et la vision qu'a pouvait... exporté des États-Unis jusqu'en URSS. Enfin, ça va nourrir des imaginaires et des modèles politiques extrêmement différents. Merci beaucoup à tous les deux. Grégory Quesnay, je rappelle que vous avez publié la semaine prochaine L'écologie au musée, une histoire environnementale du Louvre chez Macula, et Patricia Bouchenaud-Deschamps, je rappelle le titre de votre ouvrage qui est André Le Nôtre en perspective. Non, ça c'était l'exposition André Le Nôtre, cette biographie chez Fayard. Demain, Aliette Ovine reviendra sur le rôle des agences de notation avec Norbert Gaillard et Xavier Timbaud. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Retrouvez-nous également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho, et en vidéo sur YouTube.